Bien, bonsoir à toutes et à tous. Merci de vous être déplacés un peu plus tôt pour cet avant-dernier conseil municipal de cette mandature. On va commencer par donner un enregistreur à un élu du premier rang, du deuxième, merci. Désigner un secrétaire de séance volontaire, Pascal Gérardin. Volontaire, merci à toi. Vous avez reçu, mes chers collègues élus, un procès-verbal du dernier conseil municipal dans vos boîtes électroniques. Est-ce qu'il y a quelque chose à signaler, à redire? Non, refaites-moi de la tête. C'est bon. Mot consent, merci. On va faire circuler la feuille d'émargement. Et les pouvoirs d'abord. Guillaume Robin donne pouvoir à Jérôme Bourdeau. Alain Buzyn donne pouvoir à Gaël Bultel. Claire Clermont-Barrière, on pense à elle, donne pouvoir à Virginie Fallour. Stéphane Lamy donne pouvoir à Delphine Girard. Claire Copinet donne pouvoir à Philippe Landais. Géraldine Dupuis donne pouvoir à Sylvain Fourgeau. Hervé Carré donne pouvoir à Cécile Rue-Carpentier. Angèle Billard donne pouvoir à Bernadette Duquesne, et Olivier Faraud donne pouvoir à Sonia Bellani. Tout le monde a été cité. On est bon, merci. On va démarrer ce conseil municipal en prenant acte, il n'y aura pas de vote, avec le débat d'orientation budgétaire 2026. Et je passe la parole à Jérôme Bourdeau, lecture du rapport d'orientation budgétaire et débat à suivre. Bonsoir à toutes et à tous. Donc, lecture, on va pas tout lire parce que je crois que ça fatiguerait tout le monde. Juste pour rappeler que ce débat d'orientation budgétaire a pour objectif de parler de la situation financière de la commune et de discuter des orientations budgétaires de la collectivité. Dans le rapport qui vous a été transmis, il y a une première partie qui parle du contexte macroéconomique. Je ne veux pas revenir en détail bien sûr sur tout, simplement rappeler quand même que on a comme ça vous est dit, une trajectoire des réductions des déficits publics. Ça reste quand même des déficits publics, mais bon, l'État essaye de serrer les boulons, dit autrement, et donc, par voie de conséquence, plafonne les dotations de l'État, réduit les concours spécifiques, majore les cotisations patronales pour le régime de retraite. Voilà. Donc tout ça va bien sûr avoir, comme les années précédentes, un impact sur le contexte local. Et ce qu'on vous rappelle donc dans le rapport, c'est que les dépenses de fonctionnement sont prévues pour être en hausse. Les recettes de fonctionnement sont plutôt en ralentissement, même s'il y a une légère progression. Et que donc la prévision 2026 qui vous a été présentée et qui est soumise au débat aussi, part d'hypothèses prudentes, stabilisation des recettes fiscales, poursuite de la hausse des dépenses et puis réduction de nos marges de manœuvre. Comme toutes les années de ce mandat, je crois que le budget a été fait avec beaucoup de prudence et on voit que systématiquement les réalisés sont meilleurs. À la fois, on a plus de recettes que ce qu'on avait prévu, on a des dépenses souvent, voire toujours moindres que ce qui avait été prévu. Et ce présent budget, le dernier de notre mandature, eh bien, ne déroge pas à la règle. Donc, pour parler donc de la situation de Vouneuil-sous-Biard, vous aviez, je vous passe l'introduction, la section de fonctionnement. Je vous rappelle quelques points principaux. En matière de dotation de l'État, on a prévu systématiquement des recettes qui sont moindres que ce que nous avons eu en 2025. Je pense que c'est sans doute un peu trop prudent, mais on a à la fois la possibilité de le faire et c'est mieux. On a quand même des incertitudes de l'État sur les décisions qui seront prises et votées. Donc voilà, le budget qui vous est présenté montre une certaine stabilité, voire parfois une petite baisse des recettes, alors que, par exemple, on avait une commission des impôts ce matin où on voit que les bases de taxation mécaniquement ont augmenté parce qu'il y a des gens qui ont déclaré
des nouveaux biens et que donc on aura une augmentation de la base taxable. Voilà, malgré tout, nous, dans notre budget, on est parti sur une stabilité des recettes et pas une hausse. Hein. Voilà. Concernant les dépenses, donc, vous voyez qu'on a prévu, comme toujours, des augmentations de différents postes sur l'énergie notamment. On a tenu compte évidemment de la hausse qui, elle, est programmée des rémunérations selon les indices, des cotisations sur le régime de retraite qui sont majorées. Hein, elles ont déjà impacté fortement la commune l'année dernière, elles les impacteront encore sur les prochaines années. Voilà. Cette augmentation dans le budget, juste sur les retraites, c'est 70 000 € sur le budget quand même. Voilà. Et puis, on vous a présenté aussi tous les éléments financiers liés aussi à la dette. Vous pouvez constater qu'on a eu, vous le savez, recours aux emprunts, que cette période est terminée et qu'on a eu un pic de, je dirais, de dépenses d'intérêt, notamment sur l'année 2025, et qu'aujourd'hui, eh bien, on est déjà dans une décrue en 2026, et donc on a une stabilité financière. Je pense qu'à la fin de cette mandature, on laisse des marges de manœuvre avec voilà, une commune qui n'est pas trop endettée. On est à 718 € par habitant quand on est sur une moyenne nationale à 755 € par exemple. Voilà. Pour ce qui est de la section d'investissement, donc vous avez vu que nous avons réalisé un certain nombre d'investissements comme prévu, avec les financements qui sont adaptés. Nous n'avons pas terminé en fait l'engagement d'un certain nombre de dépenses, mais les subventions qui restent à venir par rapport aux dépenses qui restent engagées font qu'il y a un delta favorable, et on sait que même s'il y avait quelques dépenses supplémentaires parce que les tarifs qui nous sont pratiqués par des prestataires par exemple devaient augmenter un petit peu, on a largement de quoi assumer cela sur les budgets futurs. Voilà. Au niveau des recettes de la section d'investissement, on a là aussi essayé de mesurer en fait nos budgets. Vous voyez par exemple la taxe d'aménagement, on a prévu 30 000 alors que l'année dernière on a réalisé 31 000. Que les subventions d'investissement n'ont été notées que pour 177 000, ce qui est réalisé alors qu'on a 477 000 qui sont en cours, mais donc qui ne sont pas inscrits. Voilà. Et puis on a un crédit de TVA, entre guillemets. Les dépenses, vous savez, dans un premier temps, on dépense TTC, on paye nos fournisseurs avec la TVA. Ensuite, on demande à l'État de nous restituer la TVA. Et donc, par ce mécanisme-là, alors qu'on a perçu 46 000 € en 2025, on devrait percevoir 460 000 en 2026. Ça, c'est donc un retour finalement de trésorerie qui va se rajouter à la trésorerie qui existe dans les comptes de la commune. En synthèse, on a une stabilité financière avec des recettes de fonctionnement qui sont stables à 6,6 millions d'euros, malgré la non-indexation de la DGF. On a une fiscalité locale maîtrisée, les taux n'ont pas changé depuis 2020. On a les projets pluriannuels avec un plan de financement clair pour l'école des Moulins, le cœur de bourg de Pouziou. On a une optimisation des recettes via le retour je dirais, de TVA. Et puis, on a un encours de la dette qui est inférieur à la moyenne nationale. Et on a dépenses maîtrisées, je pense, sur cet exercice, comme sur les années antérieures, les dépenses malgré les augmentations de l'énergie, par exemple, et toutes les dépenses, comme
chacun le constate tous les jours. Voilà. Avant de clôturer, cette partie-là, je voulais juste rappeler que le compte financier unique, donc qui a remplacé les comptes administratifs et les comptes de gestion qui existaient avant qu'on adopte la M57. Ce compte financier unique doit être validé par l'État, mais que malheureusement les services de l'État ont du retard, même informatique, ce qui fait qu'on affecte de manière provisoire un résultat. Mais évidemment que ce résultat qui est dénommé comme étant provisoire, en fait, il est définitif. Simplement, techniquement, on ne peut pas l'adopter tant que les services de l'État n'ont pas fini leur travail et n'ont pas pu le faire pour des raisons informatiques. Ils ont jusqu'au 10 juin pour le faire, et la personne d'entre nous n'a la main, obligé d'attendre que eux terminent pour ensuite voter l'affectation définitive. Voilà. Néanmoins, on vous propose de valider l'affectation provisoire du résultat, qui, je le rappelle, en fait est une affectation définitive, mais on n'a pas le droit de l'appeler comme ça aujourd'hui, si j'ai pas dit de bêtises. L'affectation définitive, ce sera au prochain conseil. Vous allez recevoir, donc effectivement, il y a un logiciel qui s'appelle Helios. C'est pas spécifique au service de l'État de la Vienne, dans toute la France, il y a un bug général. Mais bon, les services de l'État nous valident quand même, on va dire, avec une signature, le conseiller aux décideurs locaux, ce qui va nous permettre de mettre dans les délibérations et dans le budget qui vous sera présenté dans 15 jours, mais envoyé une semaine avant, les chiffres habituels de la municipalité. Voilà. Il n'y aura pas la présentation du CFU classique. Et vous aurez tous les résumés pour bien comprendre, analyser et critiquer. Critiquer, ça peut être positif. Alors, sachant que, pour terminer et pour vous donner la parole, parce que le but c'est que ça soit un débat, s'il y a besoin, vous avez toute la partie investissement qui est souvent celle, pendant 6 ans en tout cas, sur lequel on a parfois échangé, qui vous était présentée. Je suppose que peut-être quelques questions, je crois que c'est le moment d'évoquer peut-être les comptes de l'année et puis le futur, les investissements qui sont budgétés, sachant que comme d'habitude, il y a des postes d'investissement qui sont prévus, puisqu'on ne peut pas réaliser des investissements ou des dépenses d'ailleurs si elles ne sont pas prévues, et souvent il y en a qui sont prévues et qui ne sont pas réalisées, qui d'année en année se reportent, mais l'objectif c'est de laisser aussi des marges de manœuvre aux équipes qui suivent, que ce soit la même équipe quand elle a place, ou comme là, une autre équipe qui prend à la suite. Voilà. Donc s'il y a des questions, nous vous écoutons. Philippe Landais. Oui, bonsoir à tous. Nous avons 3 questions ce soir. On va peut-être les traiter une par une. Sur la page 11, il est dit que l'État a supprimé le fonds d'amorçage pour les activités dans le cadre du projet éducatif de territoire. Et ça représente quel montant sur une année civile et en gros quelles sont les perspectives pour du coup 2026? On me dit dans l'oreillette que c'est 50 € par élève. Mais alors, on a Ludivine qui est là aussi pour nous préciser. Sachant sans que ce soit 50 € par élève. Sachant que sur ce budget, et la question est pertinente, on a des dépenses réelles de fonctionnement qui sont estimées à 900 000 € en 2026. Vous avez vu que la commune a perçu 1 157 000 l'an passé. La baisse peut être liée à la question que tu poses, mais là je ne sais pas répondre, mais du divin je vous prépare. Et puis après on a aussi une question d'effectifs, on est obligé d'être prudent. On a des diminutions d'effectifs à l'école et donc ce sont eux qui bénéficient des services. Donc par prudence dans le budget, et comme on a levé la possibilité de le faire, on a réduit les recettes de CAF à venir. Donc c'est bien ça, 50 € par élève par an. On a 600 écoliers. Donc ça fait 30 000 €. C'est ça l'enjeu. D'accord. Ouais. Merci. Deuxième question, c'était sur la pénalité imposée par l'État pour non-respect du taux de logements sociaux prévu par la loi SRU. Il atteint désormais un montant relativement conséquent, 72 000 €, et ça devient sans doute une charge structurelle. Quelle stratégie, quelles actions sont mises en œuvre pour le réduire? Et
puis quelles perspectives surtout, est-ce qu'il y a des programmes de logements sociaux qui sont en cours d'étude avec des projets qui permettraient de réduire à terme cette pénalité? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on fabrique avec les bailleurs sociaux des logements sociaux, on cotise, on participe à hauteur de 20% du montant engagé par l'employé. Donc, soit on paye parce qu'on fait des logements sociaux, soit on paye parce qu'on n'en fait pas. Figurez-vous que l'État, dans sa grande magnanimité, nous propose toujours d'être les payeurs. Après, il y a eu, on en a déjà parlé ici, il y a eu plusieurs mandats avant celui-ci, où la stratégie n'était pas forcément d'aller vers une construction pléthorique de différents logements ou programmes de logements sociaux. Ça, c'est pour ce qui s'est passé avant. De façon décorrélée, mais le dynamisme de l'augmentation de la population de Veneuil-sous-Biard, qui n'a pas cessé d'évoluer à la hausse, comme Mignaloux-Beauvoir, on a deux communes les plus dynamiques, c'est Mignaloux et c'est Veneuil-sous-Biard, ce qui fait que ces deux communes-là ont vu leur population doubler en 30 ou 40 ans. Pour l'une, 40 pour l'autre. 40 c'est pour Veneuil. Donc quand vous prenez un pourcentage de X% de logements sociaux dans une commune à population constante et que vous en construisez, vous augmentez le taux. C'est mécanique, c'est mathématique. Quand vous essayez de trouver des programmes de logements sociaux, ce n'était pas le cas trop avant. Nous, on essaie d'en faire un peu plus. On est même dans une convention multipartite avec les 10 communes de Grand Poitiers 40 qui se sont inscrits dans la volonté de faire un peu plus. Mais il y a eu des programmes qui sont en train de se réaliser, de se terminer, qui ont été livrés. Mais malgré tout ça, l'augmentation de la population fait que, et du nombre de logements, Jérôme en parlait tout à l'heure avec l'augmentation de l'assiette, de la base, ça augmente, ça nous échappe un peu. Il faudrait en fait prendre des kilomètres carrés de champs constructibles que nous n'avons pas, pour y faire suffisamment de logements sociaux pour rentrer dans les critères, pour entrer dans les critères de la loi SRU. Donc, moi je me suis jamais prononcé publiquement contre la création de logements sociaux. J'ai plutôt dit dans ce mandat qu'on ferait tout ce qu'on peut. On en a fait, on en a livré, même ça nous a été parfois un peu reproché, en tout cas par le voisinage qui se posait des questions, c'était légitime. On a essayé de faire en sorte que tout ça se passe bien, avec notamment des questions de mobilité, de circulation, de voitures, est-ce qu'il y aura assez de places de parking, etc., etc. On a essayé de répondre et de faire du mieux qu'on pouvait, mais Veneuil-sous-Biard part de tellement loin que ce à combler, on n'a pas pu le faire pendant ce mandat. Et pendant les mandats qui suivront, même s'il y a une politique très volontariste, la marche est très 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 haute. Voilà. Et je termine juste pour dire que moi après, je m'arrête là. Donc, eh bien, les futurs élus auront à se prononcer sur ce sujet. Merci. Tu as bien compris que la question c'était surtout à l'avenir, est-ce que finalement ce montant risque pas d'être, comme je l'ai dit tout à l'heure, déterminant finalement en termes de budget. Là, on a quasiment on a pu doubler d'ailleurs cette pénalité en 2-3 ans. Si c'est 2 fois 2 tous les 2 ans, on peut arriver à des montants conséquents. Dernière question. Pour l'instant, c'est des montants fixes. Hein. Oui, mais je ne connais pas les bases de calcul exactes. Donc, moi non plus, mais je sais que pour l'instant, il n'est pas inscrit qu'il y ait une explosion de ce chiffre-là. Je pense que l'Association des maires de France, les sénateurs qui représentent les élus locaux, pourraient monter au créneau si ça débordait un peu. Mais en attendant, cet argent-là vient alimenter la construction d'autres logements. Donc, il faut qu'on participe à l'effort national, bien sûr, qu'on en construise ou pas, il faut qu'on sorte un peu d'argent. Parce qu'il manque encore, je crois, pas loin de 2 millions de logements en France. Dernière question. Jérôme l'a évoqué, la question des subventions sur les principales opérations d'investissement. Donc
La question c'était est-ce que toutes les demandes de subventions qui ont été sollicitées ont été attribuées et du coup quel est le reste à charge définitif sur les principales opérations. Alors, sous le contrôle de Sylvain, si je dis pas de bêtises, mais on a 477 000 qui sont en cours d'attribution. On attend le retour. A priori, dans le principe, il n'y a aucune raison qu'on ne les obtienne pas. C'est ça, Sylvain? Et donc, ces 477 000 arriveraient. On en a une autre aussi de 150, je crois, qui est en cours. Donc, on a un peu plus de 600 000 euros de subventions qui sont en cours et qui devraient tomber alors qu'on a un reste à dépenser. Vous le voyez sur la page 21, qui nous reste environ 340 000 euros. Ce qui veut donc dire, dans d'autres termes, qu'on a finalement déjà engagé, dépensé des sommes au-delà des subventions qu'on avait déjà obtenues, ce qui veut dire que, par une bonne surprise, on ne peut rien avoir. Puisque sur les 600 qui sont demandés, ça serait très étonnant qu'on soit dégrévé de beaucoup, voire il est possible qu'on ait les 627 en l'occurrence. Voilà. Tout ça dans un contexte du vote du budget de la France qui a été largement retardé et par ruissellement, comme dirait l'autre. Par ruissellement, nous arrivons en bonne dernière position pour recevoir l'argent qui nous est dû. Et quand en plus vous ajoutez à ça un bug informatique national, c'est pas toujours facile. Mais je précise que j'ai tenu... Hier soir, il y avait le conseil municipal de Poitiers. Il y a eu un débat d'orientation budgétaire et ils ont décidé d'envoyer le vote du budget après les élections. D'accord ? Moi, j'ai tenu à ce que nous votions quand même un budget pour que l'équipe suivante ait les moyens de son action. Il y aura des délibérations modificatives, le cas échéant, à faire, mais il y aura du moyen de l'action immédiat à Veneuil-sous-Biard. Il n'y aura pas d'interruption, il y aura une continuité de la vie locale et avec les moyens qui sont nécessaires pour ça. Merci. D'autres interventions? C'est Cédric Carpentier. Bonsoir, juste pour commencer, on aimerait bien savoir combien rapporté les comptes à terme depuis le début. On sait que cette année, ça a rapporté 15 000 euros, 15 500 euros, mais ils ont rapporté combien? Je ne sais pas si l'information on l'aura ce soir, mais c'est comme c'était un débat, là. On pouvait l'avoir. 24 458,33 € en 2024 et 15 485 en 2025. 24 000 24 458,33 en 2024 et 15 485 en 2025. Bien, c'est bien. Juste une question, dans le ROM, on parle de détérioration de l'épargne brute que les communes ont subie. Est-ce que Vouneuil a subi des détériorations de l'épargne brute? C'est page 5. Non. À mon sens, non. Au contraire, je pense que petit à petit, malgré les hausses du budget, les financements qu'on a mis en place ont permis justement de maintenir et de renforcer l'épargne. Finalement, je pense au-delà Désolé. Finalement, au-delà de ce qu'on avait trouvé initialement. Et tu as peut-être une idée plus précise par rapport à ta question, non? C'est le début du web, page 5, où on justifie en fait la Et on va essayer de vérifier, je ne sais pas si on pourra le faire en direct. Ce qui est sûr, c'est que sur les 2 dernières années, vous aurez les chiffres. L'an dernier, on avait un résultat de fonctionnement de 834 000 euros, qui est un chiffre excellent, je me permets de le dire, eu égard aussi à toutes les augmentations des points d'indice et successives des agents de la fonction publique territoriale, du coût de l'énergie, etc. Donc on a amorti des dépenses qui ont augmenté pendant tout ce mandat, qui a été un mandat quand même pas évident, tout en retrouvant un résultat de fonctionnement au-delà des 800 000 euros, ce qui ne s'était pas fait depuis 10 ans. Donc nous sommes évidemment assez fiers de ça. Donc je ne doute pas que l'épargne brute
La différence entre l'épargne brute et l'épargne nette, d'ailleurs, c'est, on prend l'épargne brute, la capacité finalement d'autofinancement des municipalités, on y enlève les annuités de la dette, et ça vous donne l'épargne nette. Donc l'argent que on peut, enfin, ça ne se résume pas comme ça, mais que la municipalité peut mettre de côté réellement, voilà, en ayant payé toutes ces annuités d'emprunt qui datent de l'achat du moulin, qui date de la salle R2B, de l'espace riche de Havre, qui date des emprunts que nous avons faits pendant ce mandat. Et comme vous le voyez, avec des courbes qui vont à la baisse, hein, il y a des municipalités ou des États qui ont des courbes qui explosent vers le haut. Là, la municipalité, l'équipe suivante, aura non seulement un désendettement progressif dès le début de son mandat, mais des marges de manœuvre, si elle garde le même fonctionnement de ses équipes, elle pourra dégager un résultat de fonctionnement tout aussi facile en fait, parce que ça donne facilement les moyens d'inventer des projets pour la commune. Entre la commission finance et aujourd'hui, est-ce qu'on y va plus clair sur les dotations? Est-ce qu'il y a eu des retours ou pas encore, ou c'est encore très flou? Non. Les services de l'État, je crois, ont un peu de mal à tout assimiler. Ça fait quand même 2 ans entre les atermoiements, nos députés, toutes les contraintes, les logiciels qui bug et tout. On voit bien que l'État a du mal à suivre le rythme. Et puis en plus, la M57, la nomenclature comptable qui avait été adoptée engendrait en fait une accélération. Mais comme il y a plein de problèmes partout, finalement l'accélération fait que, alors qu'avant on avait des dotations qui tombaient plus régulièrement et plus facilement, plus rapidement, aujourd'hui on voit que c'est très très compliqué. Donc aujourd'hui, pour répondre à ta question, non. Pas de nouvelles. Donc on va voter sans avoir une confirmation des Oui, dotations. oui. Oui, non, Oui, c'est- oui, après, on n'a pas un risque énorme. Enfin, si à un moment l'État n'arrive pas à assumer, je dirais, les dotations qu'il doit allouer à toutes les collectivités françaises seront en grande difficulté et c'est forcément pas possible. Mais simplement, il faut qu'effectivement, je dirais, le jeu démocratique et le jeu légal s'appliquent jusqu'au bout et aujourd'hui l'État n'arrive pas à suivre le rythme. Voilà. On a quand même des discussions et on a des retours qui sont rassurants. Voilà. La France n'est pas en cessation de paiement, elle est légèrement surendettée. Je reviens juste pour information, pour votre parfaite information. On m'a donné les chiffres de l'autofinancement brut de Vouneuil-sous-Biard. Je les ai de 2020 à 2024. Donc prise des lieux en 2020. La capacité d'autofinancement brut, hein, j'essaie de ne pas me tromper de chiffre. C'est bien, c'est ce prêt. 833 000 €. Ça, c'est les produits réels de fonctionnement. Les charges réelles de fonctionnement, je vais y arriver. Oui, c'est 833 000. Aujourd'hui, on est à 1,39 million. Donc oui, on a retrouvé des marges de manœuvre et une capacité de remboursement de dettes éventuelles. Et ça n'a fait qu'augmenter forcément en 25 et 26, puisqu'on a 2 résultats de fonctionnement au-delà de 800 000 €. Sur l'endettement, tout à l'heure, tu as dit qu'on était à 718 € par habitant en faisant Oui. référence à la moyenne de 2024. On pourra avoir celle de 2025? Parce que 758, je crois que c'est 2024. Alors, Les données qui sont données sont des données nationales qui nous sont fournies par les finances publiques. Et en fait, je n'ai pu comparer que sur 2025. Ouais, d'accord, c'est que par rapport à 2024, on est bien d'accord, ça n'a rien à voir avec 2025. Non, puisque les comptes 2025 ne pourront être étudiés par les finances publiques que quand les CFU seront validés pour l'ensemble des communes. Ouais, parce que là, il y a une comparaison entre 2024 et 2025, mais ça peut être comparable. Oui, depuis qu'on fait les comparaisons et qu'on a les valorisations des données des finances publiques, c'est toujours avec une annuelle. Et entre la commission finance et aujourd'hui, est-ce que les 400 000 € de réserve foncière ont été réfléchis ou ça restera toujours libre de choix? Ça restera inscrit, libre de choix, pour l'équipe suivante.
Et dernière question, question qui revient souvent, mais quand même je la repose encore cette année. On aimerait bien avoir la part des services techniques, mais non pas avec les ménages, mais les personnes qui sont référentes aux ménages, mais uniquement les services qui sont les personnes qui sont dédiées en fait aux services techniques. Et voir l'évolution depuis 2020 jusqu'à aujourd'hui pour voir la part des personnes qui sont référentes aux techniques à voirie, mais sans prendre en considération les ménages si c'est possible. Alors si c'est une donnée qui sera orale, ça ne me pose pas de souci. Mais c'est juste pour l'avoir. Tu parles en nombre de compagnons. Non, d'agents, parce qu'en fait, service technique, maintenant il y a les ménages à l'intérieur, donc c'est juste pour avoir la part réservée en fait aux services techniques voirie et la part ménage, c'est juste pour comparer pour dissocier les deux. Et pour finir, je vais revenir, mais c'est juste pour rappeler que les logements sociaux, il faut rappeler qu'Alain Tanguy est passé de 3 à 7%. Il y a eu beaucoup de logements sociaux sur Alain Tanguy. Tous les nouveaux aménagements ont été faits avec plus de 25% de logements sociaux, si ce n'est pas plus. Donc le saut entre 3,5 et 7,9 à l'époque est vraiment passé aussi avec Alain Tanguy. Il ne faudrait pas non plus l'oublier. Ben non, je lui ai même rendu hommage. Totalité, j'ai même pas prononcé son nom parce que tu m'as interdit de le faire ici. Donc, je félicite mon prédécesseur. Pour se débrouiller tout seul. Oui, moi aussi. Je félicite mon cher prédécesseur pour ses excellents résultats. L'état dans lequel il nous a laissé la commune était très bon et nous le laissons tout aussi bon. Donc nous pouvons tous nous applaudir. Je peux vous dire que les débats qu'on a en ce moment à Grand Poitiers, ou ceux que j'ai vus dans d'autres communes, dans le cadre des débats d'orientation budgétaire, c'est pas la même chose. On est bien à Venay-sous-Biard, on est très très bien. Très compliqué dans bon nombre d'endroits, dans des communes qui jouxtent la nôtre, et pas les plus petites. Donc voilà, les choix du passé, déjà il faut les respecter. Ce sont des choix du passé. Maintenant, la photographie, c'est la mienne, c'est la nôtre. Et à vous d'écrire la suite. Est-ce qu'il y a d'autres questions? D'autres remarques? Nous prenons acte de la fin du débat d'orientation budgétaire. Et Jean-Charles, je te redonne la main. Non, c'est toi qui la garde avec l'autorisation d'ouverture d'un compte à terme qui a fait l'objet d'une question précédemment. Oui, c'est bon, je l'ai. Donc, le projet de délibération qui vous est donc présenté, c'est l'ouverture d'un compte à terme de 800 000 € pour 6 mois. Je ne sais pas si c'est pour les mêmes raisons que précédemment. Donc, est-ce qu'il y a des questions ou est-ce qu'on passe directement au vote? On passe donc directement au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? La délibération est adoptée. Je vous remercie. Merci. Délibération numéro 3, projet de convention de mutualisation des services de police municipale entre les communes de Migné-aux-Anses et de Venay-sous-Biard. La proposition qui est faite et qui est la délibération qui est soumise au vote ce soir autorise le maire de Venay-sous-Biard et il y aura une délibération similaire sur la commune de Migné-aux-Anses pour faire tourner un jour par semaine, alternativement à Venay-sous-Biard et à Migné-aux-Anses, nos deux policiers municipaux ensemble. La convention, le projet de convention vous était joint dans les documents de préparation. Vous aurez remarqué que cette convention est proposée pour un début au 1er juin avec un préavis de 3 mois. C'est volontaire. Nous avons amorcé les discussions. Les policiers municipaux, entre eux, se sont mis d'accord sur un procédé pour travailler ensemble, pour mutualiser. Je rappelle que la mutualisation entre communes voisines est à l'ordre du jour dans toute la France, à l'heure où on cherche des économies partout. Ensuite, bien sûr, ils ont proposé ce projet à leurs directions respectives et aux deux maires qui ont dit oui. Nous proposons donc de mettre une délibération pour un démarrage au 1er juin. Ça pourra donc être remis en cause, mais en tout cas, ça aura été fait.
Et je tenais à ce que nous lancions cette idée-là, et par la délibération, si elle n'est pas remise en cause, ça pourra être fait. Il n'y a pas que les tournées quotidiennes, il y a aussi les festivités. Il y a des festivités avec, on l'a vu, au dernier feu d'artifice à Venay-sous-Biard, beaucoup de monde qui est venu nous voir, des habitants de toutes les communes et de très loin. Et il y a la même chose sur Ménil-aux-Anses, et ils ne seront pas trop de deux, en plus des gendarmes qui nous font toujours le plaisir de leur présence et de leur surveillance de la brigade territoriale de Pouillet. Donc, est-ce qu'il y a des questions avant de passer au vote? Oui, Jean-Luc Hellman. Bonsoir à tous. Finalement, quels sont les faits, les situations, les contraintes rencontrées, hormis effectivement la justification des festivités, qui en général se font plutôt en dehors des heures de travail de nos policiers municipaux, qui engendrent cette proposition de délibération? Alors, il y a tout un tas de choses, de faits qui se produisent sur la commune, sur nos communes, qui génèrent parfois quelques tensions avec des groupes. Et un policier municipal seul, parfois, c'est un peu compliqué. À deux, c'est totalement différent. Vous n'avez pas le même regard, vous n'avez pas le même placement. On m'a expliqué tout ça. C'est pas la même procédure et le droit change. Il n'est pas question de faire des contrôles routiers à deux. J'ai entendu dire qu'on pouvait faire des contrôles. Ça, c'est avec l'aide de la gendarmerie, des contrôles radar, on va dire. Pour ce qui concerne cette convention de partenariat de mutualisation entre nos deux polices municipales, c'est essentiellement les rondes de l'été pour les voisins vigilants, les manifestations supérieures à 1500 visiteurs, spectateurs, et tout autre événement exceptionnel. Et puis de temps en temps, il y a une police de la circulation quand même. Comment vous dire, il y a certains endroits dans la commune de Venay-sous-Biard où vous aurez remarqué qu'il y a beaucoup de voitures garées toujours au même endroit. C'est strictement interdit, mais tout seul déloger 30 voitures, c'est compliqué. Voilà. Donc de temps en temps, il faut être deux, et un jour par semaine. Et ça peut être le début d'autre chose. Ça peut être le début d'autre chose. Je laisse ça à l'équipe suivante, mais il y a d'autres communes qui sont intéressées. Voilà, on peut réfléchir peut-être intelligemment sur ce sujet. Venay-sous-Biard, on pose cette délibération. Merci. Cécile, oui, carte pensée. Comme tu l'as dit, c'était aussi un sujet pour les futures équipes, quelles qu'elles soient. Franchement, avec une convention qui commence le 1er juin, on aurait pu passer cette délibération lors des conseils suivants. Je ne pense pas qu'on commence au 1er juin ou au 1er juillet. Ça ne change pas vraiment la donne pour cette convention. Je pense que tu ne voudras pas la reporter parce que ça serait la plus logique, ce serait laisser en fait aux futures équipes de réfléchir pour ceux qui n'étaient pas informés, au même titre que vous. Donc à ce titre, nous on suspendra notre vote, on n'a pas été associés dès le départ. C'est sûrement une bonne idée, hein, c'est pas la question, hein, même si je pense pas que Migné et Gouneuil on ait les mêmes soucis en matière de dégradation. Mais pour autant, c'est en fin de mandat comme ça, et tu l'as dit toi-même, hein, c'est à la réflexion des autres, de vous, d'autres candidats, de réfléchir à ça. Donc soit on peut le reporter par la suite, ce qui paraîtrait le plus équitable, soit sinon, nous on suspendra notre vote. Bien, c'est votre choix. Moi, je pense que on doit gouverner jusqu'au bout, jusqu'à la dernière seconde. Si j'utilise ce mot qui est un peu pompeux, on doit faire son job jusqu'au bout. Elle arrive peut-être un peu tard, mais il y a eu beaucoup de discussions avant pour mettre la chose en place. Ce qui est sûr, c'est que une fois que l'équipe majoritaire sera élue, elle aura, je vais avoir un entretien, comme j'avais eu avec mon prédécesseur, dans mon bureau, où on s'est passé des dossiers et on s'est dit qu'est-ce qui est en cours, qu'est-ce qu'il faut voir, qu'est-ce qu'il faut éventuellement arrêter immédiatement suivant ton programme, etc. Donc c'est pas parce que on est à
2 conseils municipaux de la fin, je vais m'arrêter de travailler, de proposer des évolutions qui vont dans le sens de nos communes. Alors, j'ai participé au dernier vote du budget d'Alain Tanguy. Je te rassure, il n'y avait pas de ce genre de création de convention qui était en suspens. Il y a eu d'autres dossiers que j'ai retrouvés sur mon bureau qui étaient tout aussi conséquents route de la Torchaise. Allez. Ouais, mais c'était pas voté. Donc, moi, ça me dérange pas. Hein. Non, mais c'est... Et je vous rappelle que vous parlez de la route de la Torchaise, ça ne pose pas de souci, c'était un marchand bien qui a vendu le terrain. Non, mais on va pas reparler de ça. Donc, moi, ça me fait juste rire de rigoler sur quelque chose où, Il y au avait final, des- vous savez très bien que ça a été un marchand bien qui l'a vendu et vous impactez l'ancienne marque qu'il ne faut pas citer. Je te rappelle juste que c'est lui qui ne veut pas que tu le cites, c'est 2 choses différentes. Ouais, Mais j'en pour- parlerai. Ah, mais il n'y a pas de souci. T'inquiète, t'inquiète pas. Mais pour autant, il faut pas dire n'importe quoi. Hein. Mais on peut se le retourner, tiens. Il faut pas dire n'importe quoi, c'est ça. Et je pense que le sujet est peu clos, hein, vous en pensez. Mais c'est jusqu'au bout, quoi. C'est jusqu'au bout. Moi, j'ai dit que j'allais gérer cette commune jusqu'au bout, toi aussi. Bref. Vous constaterez, chacune. Donc, Jean-Luc Helman. Finalement, le préavis de 3 mois, c'est pour permettre aux 2 collectivités de prendre conscience et puis de permettre aux nouveaux élus de pouvoir adopter, modifier éventuellement Bien cette sûr. convention. C'est un geste d'élégance. Nous, on a retrouvé des choses qui avaient été engagées à mi-mandat et qui duraient jusqu'à notre mi-mandat à nous. On n'a pas fait scandale. Voilà, là, on décide quelque chose. Ça vient des services aussi. Ça vient de Madame la maire de Milhauzens, qui est très intéressée par ce sujet, qui voudrait qu'on mette ça dans la presse. Elle s'en va, moi aussi. Bon, on fait l'élégance de proposer quelque chose qui est amendable dès le début du prochain mandat, et ça va encore pas, mais c'est la politique, c'est normal, on vote, tu vois. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté, merci. Jean Bourdeau, pour remplacer Guillaume Robin. Donc la délibération numéro 4, création d'un poste d'agent de maîtrise principal à temps complet. Suite au départ fin 2025 d'un agent responsable du centre technique, il est nécessaire de créer un poste d'agent de maîtrise principal à temps complet à compter du 1er avril 2026, ce qui est donc l'objet de cette délibération. Y a-t-il des questions, des remarques? Non. Donc qui est contre? Qui s'abstient? La délibération est adoptée, je vous remercie. Et je passe le micro à Virginie. Merci Virginie Falvour. Création d'un poste. Bonsoir à tous. La délibération numéro 5, la création d'un poste d'auxiliaire puériculture de classe normale à temps complet 35-35e à compter du 1er avril 2026. À la suite du départ à la retraite d'un agent du service petite enfance, un jury de recrutement a été organisé. La collectivité a retenu la candidature d'une auxiliaire de puériculture territoire de classe normale, actuellement en poste dans une autre collectivité. Afin de permettre son recrutement, il convient donc ce soir de créer un poste d'auxiliaire de puériculture territorial de classe normale à temps complet à compter du 1er avril 2026. Avez-vous des questions? Qui est contre? J'ai une question. Juste une précision. 1, 2, 3, 4, si ça veut marcher. Juste une précision. C'est pour intervenir sur la crèche? Sur la crèche Justus. Ok. Qui est contre? Qui s'abstient, pardon. C'est adopté, merci. Merci. 6e délibération. L'acquisition et intégration dans le patrimoine communal d'un garage 100 mètres vieille rue. Alors ce bâtiment nous aura accompagnés tout au long de ce mandat, je crois qu'on arrive au terme. Un bien 100 mètres, c'est un bâtiment, un immeuble, une construction qui n'a pas de personne, comment c'est écrit déjà, successible. Aucun successible ne s'est présenté après 30 années de recherche, visiblement. Alors d'abord, on avait eu, il y a des services spécialisés pour ça, on a été alerté, et on a délibéré en 21 septembre 2022
procéder à l'acquisition, à l'intégration d'un patrimoine communal de cette petite maison 100 mètres située à 28 Vieille Rue, avenue Sougard. Mais quelques mois plus tard, de longs mois, de très longs mois, on nous dit qu'un garage en face de 14 mètres carrés, cadastré BK numéro 18, était lui aussi un bien 100 mètres et qui était accolé, si j'ose dire, à cette maison. Donc nous devons redélibérer pour faire passer maintenant ce garage, quelques années plus tard, dans l'acquisition et dans l'intégration du patrimoine communal avant de le revendre, une fois que tout cela sera fait. Les questions, Jean-Luc Hellman. Donc en 2022, les propriétaires attenant cette maison se plaignaient de nuisances liées au manque d'entretien depuis des années. Suite à l'acquisition de cette maison par la commune, qu'est-ce qui a été fait pour réduire ces nuisances? Service technique, il y a eu plusieurs visites, mais j'ai l'habitude de parler en connaissant vraiment. On va t'expliquer, mais il y a eu des visites. Il y a eu une expertise aussi pour voir s'il y avait un risque particulier. Voilà. Si ça avait présenté un caractère d'extrême urgence, j'aurais signé tout ce qu'il aurait fallu pour qu'il n'y ait pas de danger. Voilà. Et pour l'information des Vouneuillois et des riverains, sous quel délai raisonnable ces deux biens groupés pourraient être mis en vente? En 2026, je suppose? Alors oui, j'espère enfin en 2026. Mais vous constaterez, mesdames, messieurs, que nous sommes en France et que tout ça prend énormément de temps, d'autant plus quand il y a une succession sans successeur, et qu'en plus il y a des erreurs de cadastre, et que voilà, donc moi j'incrimine personne, mais le temps administratif français est décidément très, très long. Mais je pense que là, comme on vote ce soir, ça peut être dans l'année 2026 maintenant. Et tant mieux. Merci. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté, merci. On arrive au terme des délibérations. Est-ce qu'il y a des questions sur les signatures du maire en vertu de sa délégation générale qui était jointe au dossier? Ah. Oui, Jean-Charles, moi j'avais une question par rapport évidemment à quelque chose qui attire l'œil, c'est l'engagement de la dépense atelier Urbanova là, pour l'étude de déclaration de projet PLU de terrain synthétique. Bon, c'est presque dommage de le traiter là, on aurait pu le traiter dans une commission stratégie urbaine, ça aurait évité que ça apparaisse comme une question presque politique, alors qu'en fait on est sur une question technique, on aimerait bien savoir ce qu'il y a derrière en fait. Voilà. Alors, ce qu'il y a derrière, c'est que je le prends sur moi, je le prends pour moi. C'est, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'y vais jusqu'au bout de ce que je dis, de ce que je pense, et de ce que je fais. C'est dans ma délégation. Là, on a commencé d'ailleurs la première réunion hier. C'est une étude de déclaration de projet pour modifier le zonage du terrain suite à l'attaque dont nous avions été victimes dans un tribunal pour nous empêcher de faire ce terrain synthétique. J'ai dit, j'essaye d'avoir une cohérence, c'est qu'il y a l'argent de côté dans les comptes municipaux pour faire le terrain de foot synthétique qui est réclamé par de nombreuses personnes, je pense. Vu la période qu'on vient de vivre avec 40 jours de pluie et l'interdiction générale de la pratique du football en France, je pense qu'on peut se dire, et certains ministres ont dit même aujourd'hui, qu'il va falloir penser à passer au terrain de foot synthétique si on veut que ce sport continue d'être pratiqué. Sachant d'autant plus qu'il n'y a pas simplement le football qui est pratiqué sur ce type de terrain, il y a le rugby touch, et j'en passe. Bref, il y a plein d'activités sportives qui attendent toujours, pas désespérément parce qu'ils ont confiance en l'avenir et foi en l'avenir, le département pour le collège et le club de foot de Vouneuil-Béruges. Donc, il s'agit de faire modifier le PLUI et la demande de zonage par une étude qui serait, suivant le calendrier, acté au mois de décembre.
Enfin, tu peux pas dire victime là. N'exagère pas non plus. Ouais. Quand tu as été attaqué, c'est la commune qui a été attaquée, nous aussi. Je te rappelle que la déclaration de projet, on l'avait annoncée en 2020, que c'était le seul moyen de pouvoir faire un changement de PLU. Je l'avais expliqué par rapport au collège, qu'il fallait une déclaration de projet. Je l'avais dit ici, dans ces locaux-là. Et je ne répéterai pas les mots qui sont sortis, mais sur le principe, on ne peut pas dire qu'on est victime quand on fait une erreur d'urbanisme. Le juge, il ne cherche pas à savoir s'il y a une victime, c'est juste qu'on a voulu construire sur un terrain agricole non constructible. Donc il n'y a pas de victime, il y a juste une erreur d'urbanisme. La déclaration de projet était la seule possibilité pour construire un terrain, et encore faut-il que les personnes associées décident de rendre le terrain constructible, puisque ça dépend un peu de la personne derrière tout ça. On ne parle pas de victime. C'est pas moi la victime, c'est pas la municipalité, c'est les gamins qui peuvent pas jouer au foot là-dessus depuis plusieurs années, alors qu'on a fait les études et on s'est rapproché des bureaux d'études techniques en même temps que Maxime Pédebosque, adjoint et vice-président de Grand Poitiers au sport, et qu'à la Pépinière, tout le monde peut jouer au foot sur des terrains synthétiques. On a démarré les projets en même temps. Si on n'avait pas été attaqué, il y aurait eu un terrain de foot synthétique, mais c'est pour ça que il y a ce cabinet qui va aider la mairie à le faire. Voilà. Donc ce sont les footeux, les gamins, les victimes. On ne sera jamais d'accord là-dessus, mais j'entends ce que tu dis. C'est pas être d'accord, c'est pas ça, c'est juste qu'en fait, on laisse sous-entendre qu'il y a des victimes là-dedans. La seule chose qu'il faut retenir, c'est que si la procédure d'urbanisme avait été bien choisie dès le départ, il n'y aurait pas eu de victimes. Et c'est juste ça la différence. Parce qu'il n'y a pas eu de victime, on n'a pas craché sur qui que ce soit, enfin du moins pas dans mon sens. Mais je rappelle juste que c'était qu'une déclaration de projet. Nous, on l'avait fait pour le collège, on savait que c'était la seule solution, je te l'avais dit ici. C'est tout. Voilà. Donc c'est pas une question de victime, c'est une erreur de choix de démarche d'urbanisme qui fait que ça crée des victimes. C'est juste ça. Et un permis qui n'est pas attaqué, il peut être attaqué quand il ne respecte pas les règlements. Il y a un intérêt général. On avait d'autres conseils à l'époque qui nous ont donné quitus. Et la procédure a fait que ça s'est arrêté. Tout simplement. Voilà, c'est des mots dans des carnets d'un PLU d'il y a 10 ans, 12 ans. Bon, et c'était plus pour empêcher, je pense, cette équipe de faire ce terrain de foot synthétique, mais ça colle à tout le monde comme un sparadrap. Je dis, c'est pas moi la victime, ce sont les enfants. Voilà, je crois que c'est Jean-Luc Hellman. Transition. Donc, il n'y aura pas de victime, j'espère. Il y a côté fonctionnement des honoraires d'avocats, je suppose que c'est pour du conseil pour l'affaire pôle de santé à hauteur de 3 150 €. Est-ce que vous pouvez nous confirmer? Alors, c'est marqué affaire, hein. Oui. C'est pas une affaire au tribunal. C'est du conseil d'accompagnement pour rédiger des baux, pour prendre tout ça sous un bon angle, puisque on a été un peu refroidi par les procédures. Maintenant, on est dans ce monde-là. Donc, on se borde. Donc, ce sont des coups d'avocat de conseil pour faire les choses dans le bon angle, dans le bon sens, et qu'au prochain procès, celui-là, on gagne. C'est bon? Je vous remercie toutes et tous. La séance est levée. On se retrouve. Des questions diverses, peut-être? Des questions diverses, peut-être. Une petite question pour notamment les habitants de Pouillou, du nord de la commune. Malheureusement, nous avons perdu la boulangerie, elle a dû fermer. Est-ce qu'il y a des actions qui ont été lancées? Est-ce qu'il y a des solutions à moyen terme envisagées? Alors, c'est un sujet qui m'attriste parce qu'on a tous besoin d'un boulanger, on est français, et en plus c'est un point de rencontre pour tout le monde. Évidemment, alors je vais être un peu court moi, pour trouver une solution sur la fin de ce mandat, mais il y a des choses. Ce qu'il faut, c'est respecter le temps des procédures collectives. Aujourd'hui, il y a une procédure, mais qui n'est pas achevée. Ça sera au début du mois d'avril. Ça, c'est pour le commerce. Pour l'aspect des murs, on n'a pas de contact avec les propriétaires pour l'instant, mais ils ne se sont pas manifestés, on a trouvé leur adresse, mais on ne sait pas si c'est à vendre ou à relouer, donc c'est tout frais, tout ça. Ce qui est sûr, c'est que Gonesse-Roubiard, nord, côté Pouziou-la-Jarry, Lacadou, voilà, et Actipark est un peu sous le feu des projecteurs depuis 2-3 ans, eu égard à tout ce qu'on vient de se dire notamment.
et que ça a fait une très bonne publicité. Donc, pas forcément au début, mais aujourd'hui, on a des professionnels de santé qui viennent spontanément parce qu'ils ont entendu parler du projet, et on a des commerçants qui viennent parce qu'ils ont entendu parler de tous ces projets, et qui savent qu'il va y avoir un pôle de santé, qui savent qu'il va y avoir des commerces, quelques logements et un parc, que même la ville de Tours nous envie. Voyez-vous, oui, ils sont venus nous voir. Donc, je ne doute pas un instant qu'il va y avoir une suite. Soit le propriétaire actuel arrive à s'en remettre et trouve des solutions, soit il y aura des repreneurs. Il va falloir être un peu patient. En attendant, je sais que mon adjoint Gaël Butel a trouvé une solution le dimanche et le mercredi pour pouvoir acheter son pain à pied. Et puis, on verra la suite. Voilà. Et sachez qu'on travaille pas ardemment parce qu'il y a d'abord le temps de la procédure. Malheureusement, un petit peu long. C'est la France. J'aime. C'est bon? D'autres interventions? Cette fois-ci, la séance est levée. On se retrouve le 10 mars, le 10, un mardi à 19h30. Merci.